Bonjour à tous. Je m'appelle Thierry Moutin, je suis professeur océanographe et je vais faire une intervention aujourd'hui sur le thème suivant, donc urgence climatique et déni politique. Et j'ai pris le symbole de Extinction Rébellion parce que j'aime beaucoup ce symbole, ce sablier qui nous montre que notre temps que le temps est compté. Le climat change. Et ici est représenté le code barre du climat, hein. C'est quelque chose que vous pouvez obtenir sur Internet. Chaque verticale représente une année de température moyenne. Et vous voyez, quand c'est fait à l'échelle globale, on voit qu'on a une évolution du bleu vers le rouge qui correspond à l'augmentation de la température qui est sur la Terre sans équivoque. Cette évolution, elle peut être différente selon les régions et vous pouvez le faire pour chaque pays. Ici, c'est pour la France et vous comprenez qu'on puisse avoir un ressenti différent suivant où on habite, mais que quand même, globalement, la tendance est la même. Cette augmentation de la température, elle est environ de 1 degré à l'heure actuelle à l'échelle globale et elle est essentiellement liée à l'activité humaine. Le changement climatique génère et va générer des conséquences sociales et économiques majeures au niveau mondial, des déplacements de population, c'est ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, des pénuries d'eau, des sécheresses, qui vont avoir des effets négatifs sur les rendements agricoles et le tonnage des pêches, avec une augmentation de l'insécurité alimentaire, une augmentation des zones à risque d'incendie, une augmentation des tensions sociales, des risques de conflits majeurs, une baisse de la biodiversité. On considère que par le seul changement climatique, 25% des espèces sont menacées d'extinction. Et en France, le climat change également et cette évolution est très, très rapide. Nous avons mesuré une température de plus 46 degrés dans l'Hérault en 2019. Il faut savoir qu'à 50 degrés, il y a certaines fonctions physiologiques qui ne fonctionnent plus. Les deux tiers de la population française sont déjà fortement ou très fortement exposés aux risques climatiques. Et l'observation de la hausse des températures moyennes, elle est de 1,7 degré depuis 1900, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne mondiale. Alors, j'ai décidé pour cette intervention de vous proposer une réponse que j'avais faite au Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique, c'est un journal qui appartient à ses lecteurs. Il est financé par ses lecteurs. C'est un journal dont je suis fan. Mais malgré tout l'intérêt et l'attrait que j'ai pour le Monde Diplomatique, il y a certains articles qui ne passent pas, et notamment certains en rapport avec le changement climatique. Et celui-là, qui s'intitulait Mirage de la décroissance et qui est paru en février 2021. Et donc j'avais proposé une réponse à cet article parce que cet article semblait sous-entendre que la solution à l'altération du climat, elle pouvait être scientifique, technique, compatible avec l'économie de marché et qu'il fallait envisager plutôt ça comme une opportunité. L'idée derrière, c'était qu'on a bien réussi à supprimer le CFC en les interdisant sans empêcher de fabriquer de nouveaux réfrigérateurs. L'idée simple, la dernière, elle est même largement répandue chez les intellectuels, hein. C'est que en fait, bah, les scientifiques, ils vont trouver une solution à l'altération du climat et que notre mode de vie, il pourrait être inchangé. Et ça me semble pas du tout en lien avec ce que nous observons actuellement. Et finalement, on va voir à la fin de cet exposé que c'est également aussi l'avis du GIEC et j'en suis très heureux. La réponse que j'avais envoyée à l'époque au monde diplomatique, elle contenait ce petit schéma qui montre que l'effet de serre, hein, qui est responsable, enfin l'effet de serre additionnel qui est lié au CO2 anthropique qu'on rajoute dans l'atmosphère, est lié à la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Cette concentration en CO2 dans l'atmosphère, c'est le niveau que j'ai représenté dans la baignoire. Et vous voyez que on remplit la baignoire en utilisant des combustibles fossiles, que ce soit du charbon, du pétrole et du gaz. Je tiens d'ailleurs à rappeler que quand on a commencé à utiliser le pétrole, on n'a pas abandonné l'utilisation du charbon, et quand on a utilisé le gaz, on n'a pas abandonné non plus l'utilisation du charbon et du pétrole. Ça s'est additionné tout ça.
Et donc, on utilise en fait ces combustibles fossiles, c'est 80% de l'énergie mondiale, pour faire fonctionner nos usines, pour le transport, pour l'alimentation, pour l'agriculture, pour nos logements, pour les chauffer, etc. Et donc, on remplit cette baignoire de CO2 et heureusement, il y a quand même des pertes nettes qui sont la fixation par la biomasse et la fixation par l'océan, hein, ce qui correspond à un puits de CO2 important, puisqu'on considère qu'en gros, un quart de tout le carbone anthropique que l'homme a émis dans l'atmosphère a été séquestré dans l'océan et un autre quart a été séquestré dans la biomasse. Le reste, donc ce qui est resté dans l'atmosphère, eh ben, c'est ce qui contribue à nous réchauffer. Et si vous regardez la petite figure complètement à gauche, elle représente l'évolution du CO2 atmosphérique depuis 400 000 ans, c'est-à-dire les dernières 4 glaciations, périodes de glaciation, interglaciation. Vous voyez que ces périodes, elles ont duré en gros 100 000 ans et elles correspondent à des variations de la concentration en CO2 dans l'atmosphère de l'ordre de 100 ppm, 100 parties par million. Et c'est globalement l'équivalent de ce qu'on a fait nous en simplement 200 ans à partir du début de l'ère industrielle. Vous voyez l'ère industrielle qui est représentée aussi sur la figure, on a une augmentation verticale de la concentration en CO2, on est passé à l'heure actuelle à peu près 420 ppm, ce qui représente le niveau hein, dans la baignoire qui nous réchauffe. Alors pourquoi je présente cette figure et pourquoi je pense qu'elle est très importante? C'est parce que on vient de subir quand même la pandémie Covid et cette pandémie Covid, elle a eu pour effet quand même une baisse de notre activité économique considérée de 7%. 7%, ça veut dire qu'on a fermé en gros le robinet dans cette figure de 7%. Et quel a été l'effet finalement? Ben, le niveau dans la baignoire, il a que peu baissé et donc c'est pas pour rien qu'on a observé quand même en 2020 l'année la plus chaude. Ce que je veux dire par là, c'est que les efforts qui semblent être à réaliser pour diminuer la concentration de CO2 atmosphérique, principal gaz qui conditionne le réchauffement de la planète, sont bien plus importants que ceux qu'on a réalisés pendant le Covid. Et c'est ça qui est important à comprendre. On le voit ici sur cette figure qui représente l'augmentation de la concentration en CO2 en fonction du temps. Vous voyez qu'en 2020, on n'a pas d'effet significatif net de diminution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Le jour où on aura réussi à limiter les émissions de CO2, on aura une baisse de cette courbe, et cette courbe, c'est pour ça qu'elle est si importante, puisque ça, c'est mesuré en direct à la station Mauna Loa, c'est disponible sur Internet, sur un site de la NOAA, et vous pourrez voir en direct si enfin on a réussi à faire quelque chose qui a un effet, je dirais, positif pour notre futur. Pour contenir le réchauffement global à 1,5 degré, c'était les accords de la COP 21. Hein. Je vous rappelle que c'est en France que la plupart des gouvernements se sont accordés pour ce challenge qui maintenant risque de ne pas être atteint. L'idée, c'était de diminuer les émissions de CO2 de moitié d'ici 2030 et atteindre le net zéro vers 2050. Limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré demanderait des efforts à une échelle sans précédent, une transition des systèmes pour ce qui concerne l'énergie, pour ce qui concerne l'usage des terres, la configuration des villes, les industries, les infrastructures. Également au niveau individuel, une modification des comportements. Il est évident qu'on doit aller vers plus de sobriété, on doit diminuer très rapidement l'utilisation de charbon et réorienter les investissements vers des options bas carbone et l'efficacité énergétique. Bien sûr, sans attendre d'éventuelles solutions scientifiques techniques qui ont peu de chances d'arriver. Il est urgent de comprendre que les efforts à réaliser sont énormes.
et en plus, on doit les faire rapidement. Je présente cette figure de Robbie Andrews, c'est un climatologue, puisqu'on est capable de quantifier ce qu'on peut encore mettre de carbone dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, bah, il a montré les courbes à suivre si on démarrait plus ou moins tôt. Et bien sûr, plus vous attendez, plus l'effort à faire sera drastique. Est-ce que c'est le chemin qu'on prend? Ben non. Je vous ai déjà présenté cette courbe qui est la plus importante, c'est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et il y a eu de nombreuses interventions, comme celle de Haroun Tazieff en 1979, qui est une archive de l'INA que vous pouvez consulter sur Internet, qui est très intéressante parce qu'il était vulcanologue et lui déjà à cette époque, hein, il avait dit le problème que ça ne serait pas les volcans, mais l'activité humaine et les industries qui allaient produire du CO2, qui allaient créer un effet de serre, qui allaient nous réchauffer. Et puis on voit qu'il y a eu plein de COP, on en est à la 26 même. Et pour l'instant, elles n'ont pas eu d'effet significatif hein, sur cette courbe. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, donc c'est plutôt début février, on a assigné une tribune à 1400 scientifiques pour dire qu'il était urgent de sortir des discours de l'inaction. C'est ce qu'on remarque en fait, c'est que je crois que c'était le temps de parole en rapport avec les changements environnementaux qu'on allait subir, c'était moins de 2% donc au niveau de la présidentielle, donc extrêmement faible. Et ça, c'était avant le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, bien entendu, c'est pas du tout suffisant par rapport aux efforts qu'il faut réaliser. Donc, cette inquiétude sur l'absence de débat démocratique dans la campagne présidentielle sur les événements à venir très graves pose question. Et l'idée qui est sortie dans cette tribune, c'était qu'on est dans une sorte de prison intellectuelle qui empêche de mettre sur la table les choix qui s'offrent encore à nous et d'en débattre de manière démocratique, c'est-à-dire publique, éclairée et contradictoire. Il vient juste de paraître une analyse du Shift Project qui va exactement dans le même sens. Donc, pour avoir un débat éclairé, ben, il faut faire des études. Là, il y a une étude qui a été faite sur toutes les solutions que proposaient les présidentiables pour lutter contre le changement du climat. Et qu'est-ce qui est sorti de cette étude? Eh ben que, en fait, la plupart des candidats n'étaient pas du tout à la hauteur du débat sur ce climat. Et ça va exactement dans le même sens que la publication cette semaine du troisième volet du sixième rapport du GIEC, dont l'idée principale est que toutes les solutions, même hypothétiques, doivent être étudiées, mais la priorité, elle est de diminuer drastiquement les émissions dans les principaux domaines d'émissions, l'industrie en rapport avec la consommation, les transports, les logements, l'agriculture. En gros, les solutions, elles sont connues, il faut les mettre sur la table et en discuter. Voilà, je vous remercie de votre attention.